Merci beaucoup. Donc, j'ai une demande de parole de Marie-Françoise Pérol-Dumont. Excusez-moi, Madame la Présidente, de demander la parole d'entrée de jeu, mais les commissions se multiplient ce matin et je vais devoir, et je vous prie de m'en excuser, Monsieur Bidard, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, m'en excuser. Je voulais vous dire, Monsieur, que c'est la première des interventions que j'entends, et j'ai assisté à un certain nombre dans cette commission d'enquête, et nous en avons entendu beaucoup et des intéressantes, où il y a une approche aussi, j'allais dire, aussi globale des choses. Une approche non jugeante, lucide, exigeante, positive, mais bienveillante et en même temps technique. Et je veux dire que ça fait du bien. Parce que ce sujet-là est un sujet tellement exigeant, qui nous oblige tellement aujourd'hui, qui nous a toujours obligés, mais qui nous oblige encore plus aujourd'hui, mais qui est aussi tellement difficile que les analyses à l'emporte-pièce et réductrices, jugeantes, qu'elles soient jugeantes par rapport aux enseignants, qui font un métier remarquable et difficile, et je l'ai été, jugeantes par rapport à divers gouvernements, selon l'angle sous lequel on se place, eh bien, ne sont pas la bonne approche. Et ce n'est pas celle dans laquelle vous vous situez, et vraiment, en tout cas, je vous en remercie. Je pense que nous sommes nombreux à partager ceci. Vous avez dit que la laïcité était un outil pour la fraternité. Et nous sommes nombreux, je l'imagine, à avoir beaucoup apprécié la tribune que vous avez faite dans Le Monde en fin de semaine. Et pour ma part, je retiendrai deux phrases qui me semblent tout à fait fondamentales et essentielles. Vous appelez la République, qui, dites-vous, a été capable du pire en créant en 2007 un ministère de l'immigration. Je partage votre analyse. Vous lui demandez d'être capable du meilleur en créant un ministère de la fraternité. Et vous appelez les républicains de tous bords, et vous avez raison, la République n'appartient à personne, les républicains sont de tous bords, à se mobiliser pour cette grande cause. Donc merci à vous d'avoir rappelé ceci. Maintenant, quand on a dit ça, comment procède-t-on? Eh bien, je crois qu'on procède de la façon que vous avez définie, c'est-à-dire en posant les problèmes lucidement et en essayant, chacun à sa place, d'apporter un certain nombre de réponses. Moi, je vous remercie de n'avoir pas stigmatisé les enseignants. Qui font, et tout le monde de l'éducation, qui font un métier absolument passionnant, mais en pleine évolution, qui est sans doute un des métiers les plus difficiles dans notre société et à qui on demande beaucoup. Je crois que vous avez raison de rappeler qu'ils sont le premier maillon de la transmission des valeurs, et je suis de celles et ceux qui pensent que personne, surtout pas le prêtre, l'imam, le rabbin ou le pasteur, pourront mieux transmettre les valeurs que l'enseignant. C'est bien lui qui est au centre de la transmission avec la famille. Comment mieux armer ses enseignants? Mais je crois que vous l'avez dit, par une formation approfondie. Ce n'est pas parce qu'on a un master, ce n'est pas parce qu'on a une thèse qu'on est prêt à enseigner. Et une écoute particulière, vous l'avez dit, pour les contractuels. Donc moi, ce que j'appellerais de mes voeux, c'est une meilleure aide, d'être plus aidant par rapport au monde de l'enseignement, mais une bienveillance exigeante. Et votre code de la déontologie, l'impartialité, la dignité, la probité, la majeure partie des enseignants en font preuve. Mais je crois qu'effectivement, avoir un code et le rappeler, ce serait ritualiser des choses, et notre société a besoin de rituels. Donc simplement vous dire, monsieur, avant de devoir partir, un grand merci pour l'éclairage que vous avez apporté ce matin. Remercier notre présidente et le rapporteur qui ont eu l'opportunité de vous inviter. Ça a fait du bien, cette audition. Certaines ont été plus difficiles à absorber. Merci. Notre collègue aussi, Jacques-Bernard Magnier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à Monsieur Bidard de nous avoir... Je fais mien tous les propos qui viennent d'être tenus par Marie-Françoise Pérol-Dumont. Contrairement à elle, moi je n'ai pas pu assister à beaucoup de ces auditions, mais celle-là fait du bien. Ça montre effectivement une hauteur de vue dont on ne doute pas d'ailleurs de la part d'un philosophe comme vous l'êtes, mais dont manquent malheureusement beaucoup de gens qui nous donnent aujourd'hui des leçons et qui sont parfois aussi appelés philosophes. Je ne les citerai pas, je pense que vous les avez en tête puisqu'on les a rencontrés, on les a y compris entendus ici dans des auditions parfois. Je crois que vous l'avez bien défini, tout est dans la formation en fait. Tout est dans la formation à la fois des enseignants pour qu'ils puissent bien former les élèves. Et je crois qu'il y a une troisième partie de la formation qui malheureusement n'est pas possible, c'est celle des parents d'élèves. Je crois que je le disais quand j'étais enseignant à l'époque dans le quartier où nous vivions ensemble d'ailleurs, M. Bidard, quartier nord de Clermont-Ferrand. J'ai souvent dit, les gens ont des enfants, les élèves les éduquent comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas toujours tous les mêmes moyens, ni intellectuels, ni sociaux, ni financiers, ni culturels.
Mais on apprend à personne à être parent dans ce pays. Il n'y a rien qui apprenne les bases de ce que c'est qu'être parent. Et je crois que les dérives qui existent dans notre système éducatif seraient moins importantes et moins nombreuses si on pouvait donner quelques bases, jeter quelques bases dans la tête des parents d'élèves, ne serait-ce que par rapport à toutes ces questions qui touchent et qui sont très sensibles à la laïcité. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que vous voyez les choses sous une forme de bienveillance. Dans la loi de refondation de l'école, on a beaucoup parlé de bienveillance. Et aujourd'hui, on se fait un peu moquer quand on parle de bienveillance. Et je crois que quand on apprend aux élèves, quand on les accueille avec bienveillance, déjà, on marque des points, parce que ça signifie que l'école, c'est déjà un endroit où on les accueille bien. Et parfois, s'ils ont des réactions un peu vives, un peu vigoureuses, voire un peu violentes, c'est peut-être aussi parce que dans le monde qui s'occupe d'eux, eh bien, les adultes ne sont pas toujours suffisamment bienveillants. Donc, votre idée de la fraternité me convient. Et je pense, et je le disais l'autre jour, Gérard Longuet d'ailleurs a repris mon propos en le précisant, début des années 80, quand on a commencé à parler du voile, du port du voile, pour les élèves dans les écoles, je crois que certains enseignants ont fait eux-mêmes leur tort en faisant un peu trop. Je me souviens avoir vu dans nos quartiers nord des élèves venir, des jeunes Turcs qui arrivaient à l'époque avec un voile sur la tête et ça ne posait de problème à personne. Alors ensuite, vous avez eu raison de dire quand ces jeunes manifestent, refusent de faire certaines activités, là oui, effectivement, il y a des sanctions, des interventions à avoir. Mais lorsque ça n'est qu'une question vestimentaire, et la jupe, elle est longue, elle est pas longue, etc. Je trouve effectivement qu'on en rajoute et c'est au détriment effectivement de la tranquillité, du calme et de la sérénité dans les établissements scolaires. Donc moi, cette empathie dont vous faites la promotion, cette bienveillance, cette fraternité, ça me va bien. Et je pense, je ne sais pas si cela a été le cas, la question que je voudrais vous poser, est-ce que le Conseil supérieur des programmes, parce que tout n'est pas que programme, il y a un esprit, mais dans les programmes, il y a aussi, et avec Marie-Christine Blandin, nous y siégeons, cette question de l'enseignement moral et civique a été souvent évoquée. J'espère que dans les groupes de travail qui ont été mis en place, vous avez pu être auditionné parce que je pense que ce que vous pouvez apporter est fondamental. Voilà, je ne voulais pas vraiment poser de questions à part celle-ci. En tout cas, je vous félicite et je vous remercie et je remercie le rapporteur et la présidente de nous avoir permis de vous entendre ce matin. Merci. Marie-Christine Blanc. Je crois que vous allez avoir plus de compliments que de questions. Moi, je suis contente que vous ayez beaucoup insisté sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais en le transférant au niveau de la formation des enseignants. Et cela nous sort complètement des querelles d'un temps passé entre transmission des savoirs et pédagogie. Les savoirs sont fondamentaux. Pour les transmettre, il faut un véhicule, et le véhicule, c'est la pédagogie. Et les fausses querelles, dans lesquelles le CSP d'ailleurs ne s'est absolument pas engagé, nous retrouvons des solutions dans vos propos qui nous donnent une sortie de marasme et beaucoup d'espoir pour le futur. À propos de l'enseignement, l'EMC, le CSP a très longuement travaillé. Il a beaucoup auditionné. C'est Pierre Kahn qui était le pilote du GEP. Je ne sais pas si vous avez été entendu par ce groupe, mais dans ses conclusions, je retrouve vraiment l'esprit de ce que vous nous proposez et que nous approuvons. Et la dernière prise de parole, Jean-Claude Carle. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour aussi vous remercier Monsieur Bidard de vos propos et m'excuser d'avoir quitté la salle quelques instants, de ne pas les avoir entendus dans leur intégralité. Mais vous avez dit à un moment, il faut être tolérant ou de la tolérance sur certains signes. Et c'est tout à fait vrai, hein, mais ça se conçoit tout à fait au niveau, j'allais dire, de l'esprit. Mais est-ce que c'est pas là le point délicat pour les enseignants qui, quand on les a rencontrés, nous ont dit, ce qu'on veut, c'est que les choses soient claires, c'est qu'une circulaire ne vienne pas contredire ou affaiblir la circulaire précédente. Et ce, d'autant plus, ils ajoutaient que très souvent, on n'est pas soutenu par notre hiérarchie. Est-ce que c'est pas là le point délicat, ce qui veut dire que ces enseignants soient particulièrement armés, formés, justement, pour affronter ces situations quelquefois délicates?
Donc merci de répondre à toutes ces questions et de façon après conclusive, puisqu'il reste un certain temps, 10 minutes. Merci beaucoup. Pardon, je commence peut-être par la dernière question, je remonte progressivement. Oui, ce qui est beaucoup remonté, c'est que les enseignants ne se sentaient pas soutenus, hein. Mais je crois que c'est là le véritable grief qui demande à être pris en compte, c'est-à-dire que je ne pense pas que nécessairement la demande des enseignants soit, même si après elle peut se formuler comme ça, qu'on attend vraiment des circulaires beaucoup plus claires, etc. Je crois que ce qui manque, et je ne suis pas le seul à faire le constat, donc tous les cadres de l'institution partagent ce constat, c'est justement la capacité de se sentir soutenu par un véritable travail en équipe, c'est-à-dire par une véritable concertation. Là aussi, dans la culture commune des personnels, à l'échelle d'une école, à l'échelle d'un établissement, il y a quelque chose à retrouver. C'est-à-dire que si les gens régulièrement, à l'échelle d'une école, sous l'impulsion de l'équipe de direction, se réunissent pour déterminer une attitude commune, eh bien, à la fois l'individu se structure au niveau d'un discours qu'on met à sa disposition et qui a été élaboré ensemble, et puis ensuite, dans son action, il se sent soutenu. Hein, parce qu'il n'a pas l'impression, je le mets entre guillemets, de monter au créneau tout seul, hein, de partir la fleur au fusil pour inventer en direct ou improviser en direct une réponse à une situation. Donc là encore, on a déjà réfléchi à cette question-là, et la réponse, c'est l'invitation, et ça les formateurs, les 1000 formateurs en ont été vraiment bien chargés, l'invitation faite aux équipes de direction d'initier régulièrement dans les écoles et dans les établissements des discussions, hein, des moments et des espaces, d'ouvrir des espaces de concertation, de telle façon que ensuite, eh bien, chacun se sente beaucoup mieux soutenu. Donc, si vous voulez, la solution qui est préconisée en l'état actuel des choses, c'est pas tellement d'ajouter des textes au texte, hein, donc c'est pas l'inflation réglementaire, hein, mais c'est plutôt de réfléchir encore une fois sur les pratiques pédagogiques, hein, et sur la culture professionnelle, en l'occurrence, qui doit retrouver le sens et la capacité de la concertation en direct et régulière. Bon. Ensuite, donc la question du CSP en rapport avec l'enseignement moral et civique. J'ai travaillé avec Pierre Kahn, mais j'ai été très peu sollicité. Bon, on est une institution énorme, c'est un paquebot, hein, et il y a encore un effet de cloisonnement à certains moments qui fait que bon, les champs ont du mal à se rencontrer. Bon. Sur la question de l'enseignement moral et civique, j'ai été sollicité néanmoins, aussi bien par certains membres du CSP, donc je pense à Pierre Kahn, mais aussi par le cabinet de la ministre, hein, qui suit de près tout cela. Pour ma part, j'ai été amené à insister sur deux choses au sujet de cet enseignement moral et civique qui me paraissent vraiment importantes. La première chose, c'est que, et ça renvoie directement aux débats qui ont eu lieu au moment où on a parlé où la question posée, même médiatiquement, était quelle morale enseigner, comment est-ce qu'on va enseigner la morale laïque, etc., ou comment est-ce qu'on va enseigner de façon laïque la morale. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, notamment sur ces questions-là, un enseignement ex cathedra, un enseignement doctrinal, ne peut pas passer. Il faut à tout prix inviter les élèves à discuter. Il faut inviter à tout prix les élèves à débattre. Ce qui est énormément revenu dans les différents interacadémiques, c'est l'urgence de former les professeurs à la tenue de ce que nous appelons classiquement des ateliers à visée philosophique. C'est-à-dire des ateliers dans lesquels le professeur conduit une discussion selon ce que les philosophes appellent une éthique de la discussion, hein, une discussion sur les valeurs, etc., etc. Donc il faut à tout prix faire entrer les élèves dans une logique de participation à la construction de ces valeurs, à l'adhésion commune et personnelle à ces valeurs. Et puis ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, qui est, je pense, tout à fait en affinité avec la première, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on veut transmettre une morale, de la transmettre de façon simplement théorique. Il s'agit de faire en sorte que chaque élève, chaque année, dans son école ou dans son établissement, participe avec d'autres, au sein d'équipes, par exemple, qui seraient formées, à une véritable tâche morale d'intérêt général. Hein, c'est-à-dire que l'élève soit investi d'une responsabilité avec d'autres dans son établissement, qui soit valorisé comme tel, qui fasse l'objet d'une évaluation et qui soit valorisé comme tel. Et ça nous renvoie à quoi? Eh bien, ça nous renvoie, si vous voulez, à cette réflexion plus globale, qui est la nôtre aujourd'hui, qui est portée d'ailleurs par le chef de l'État, hein, sur ce qui doit ensuite prolonger l'effort de l'école dans la transmission du sens de l'intérêt général. Je veux parler, bien entendu, du service civique.
Hein. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, eh bien, nous nous reposons cette question-là, parce qu'il y a la part de l'école, et puis il y a la part ensuite du jeune adulte qui, dès le départ de son investissement dans la vie sociale et professionnelle, eh bien, doit comprendre, me semble-t-il, et nous semble-t-il, dans notre société, que autant il est légitime de se préoccuper dans cette société de sa réussite personnelle, autant il est nécessaire aussi de considérer qu'on va être un acteur de l'intérêt général. Bon. Enfin, vous faisiez référence à mon article du Monde, paru donc dans l'édition de samedi, dans la page débat, sur la fraternité. Merci madame. Au revoir madame. J'ai conscience de la compétence limitée du philosophe. C'est-à-dire que je considère que mon travail de philosophe, c'est, eh bien, je suis en train ici de le remplir, hein, ce devoir c'est-à-dire que je suis une force de proposition et de réflexion que je mets à la disposition du politique, de la responsabilité politique. Bon. Et par rapport à ça, je dirais que, eh bien, j'ai tout à fait conscience dans un article comme celui-ci ou dans le plaidoyer de proposer un certain nombre de choses qui, de prime abord, ont un caractère un peu général ou un peu théorique. Hein. Quand je préconise l'installation d'un ministère de la fraternité, bon, c'est quelque chose qui peut paraître justement très, très général et un peu trop en surplomb des réalités. Mais, encore une fois, je suis tout à fait prêt à discuter avec la responsabilité politique de la façon d'incarner cela de la manière la plus concrète dans des politiques publiques. Et enfin, dernier point, vous avez parlé donc de bienveillance et puis donc de quelque chose qui doit avoir lieu en direction des parents. Ce dont j'ai voulu témoigner ce matin, ce n'est pas de ma bienveillance, mais c'est de la bienveillance que développe aujourd'hui l'institution scolaire. Vraiment, je crois que nous devons avoir confiance dans notre école. Hein. Notre école est constituée, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir de très 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 nombreuses fois, de gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement concernés par le sens de leur métier, hein, extrêmement conscients de la valeur pour notre société de l'école républicaine et de ce qu'elle transmet. Des personnels inquiets aussi des difficultés de l'école, non seulement relatives à la transmission des valeurs de la République, mais le deuxième grand chantier, qui est la réduction des inégalités. Hein, voir le classement PISA, bon là on a deux chantiers qui sont absolument énormes. Et enfin, dernier point, donc bienveillance de l'institution elle-même, et puis donc Monsieur Magnier, vous parliez de la formation des parents. Nous ne disons pas vraiment formation, nous disons à travers tout le thème de l'école ouverte aux parents, vraiment la nécessité d'un dialogue permanent avec les parents, de telle façon que, et ça, le signal d'alarme a été tiré notamment lors de la fameuse, vous vous souvenez, journée de retrait de l'école. Hein, on s'est aperçu que, au moins par rapport à certaines familles et dans certains milieux, la confiance, la relation de confiance n'était pas établie. Hein, et donc, il s'agit véritablement que l'institution tout entière fasse un effort d'instauration ou de restauration d'un dialogue avec les parents et d'une capacité. Alors, est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire formation des parents? Mais en tout cas, de porter avec beaucoup de soin en leur direction la compréhension du bénéfice, pas seulement des valeurs de la République, mais du bénéfice que ces valeurs de la République représentent pour leurs enfants, hein, qui y ont tout à gagner. Un grand merci pour cette audition que nous avons donc tous appréciée et qui, je pense, sera beaucoup regardée et lue sûrement, mais vraiment, bon, entendre autant de sagesse et, comme le disaient les collègues, de clarté, je pense que nous l'avons beaucoup apprécié et le rapporteur veut même ajouter un mot. Tout à fait, dans le prolongement de ce qui a été dit, parce que vous avez apporté un espoir aussi pour notre école. Vous avez raison de dire qu'il y a des enseignants qui travaillent très bien, il y a des chefs d'établissement, il y a tout un personnel. Et moi, je m'associe à tous mes collègues, parce que je crois qu'il est important que, au-delà du constat, qu'on puisse à un moment donné apporter des solutions, et vous avez apporté des pistes intéressantes, pragmatiques, et nous en sommes demandeurs. Merci à vous de votre présence. Merci beaucoup.